Nouveau gouvernement, nouveau projet, nouveau cap, mais lequel ? Certains parlent d'un virage à droite avec la nomination de Michel Barnier à Matignon et surtout de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur qui passe après 4 ans de Gérald Darmanin à Beauvau. Faut-il être satisfait ? Est-ce que réellement les choses vont changer ? Sachant que les Républicains ont habitué les militants de droite à de très nombreuses déceptions. Le gouvernement Barnier, espoir ou arnaque ? Salut Tugdual. Salut Antoine. On va décrypter ensemble la nomination de ce nouveau gouvernement. Est-ce que rien ne va changer ? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'espérer ? Et on commence avec un bon message envoyé à la droite, la nomination de Bruno Retailleau à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi qui le connais un peu, qui a dû le suivre, j'imagine, ces dernières années ? C'est qui Bruno Retailleau ? Alors écoute, c'est pas pour être prétentieux, mais effectivement, je connais très bien Bruno Retailleau parce que comme j'ai écrit un livre sur Fillon, et puis qu'on avait beaucoup suivi la campagne présidentielle de Fillon à Valeurs Actuelles, avec mes camarades Geoffroy Lejeune et Louis Dragnel à l'époque. C'est là que moi j'ai découvert véritablement Bruno Retailleau, qui a la particularité d'avoir quasi sublimé la campagne et le projet de François Fillon. C'est-à-dire que François Fillon arrive à la présidentielle 2017, il a été Premier ministre 5 ans, il a été un des pontes de l'UMP, du RPR et des Républicains, et il est libéral sur le plan économique, assez classique sur le reste. Et Bruno Retailleau lui apporte une jambe civilisationnelle, des discours très forts sur l'immigration, l'islamisme. Il pousse d'ailleurs beaucoup François Fillon à écrire un livre à l'été 2016, après les attentats de Nice, sur vaincre le terrorisme islamique. Et le livre est un gros succès de librairie et donnera une espèce de trame comme ça à la campagne de François Fillon. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui est né en Vendée, qui a grandi à côté du Puy du Fou, ouais. À 7 km du Puy du Fou exactement. Et une fois, j'étais allé chez lui en voiture et c'est assez incroyable parce que quand tu arrives chez lui par les petites routes, tu as le grand ballon, l'espèce de montgolfière du bal des oiseaux là, du Puy du Fou. Et c'est marrant pourquoi ? Parce que, en fait, Bruno Retailleau a été très proche de Philippe de Villiers, puis extrêmement fâché avec Philippe de Villiers. Ils le sont toujours. Alors j'ai vu l'autre jour que sur CNews, Philippe de Villiers disait du bien de Bruno Retailleau. Donc je vis ça comme un changement de paradigme quand même chez Philippe de Villiers. Mais en gros, il a recruté Bruno Retailleau quand Bruno Retailleau avait 19 ans comme cavalier pour le spectacle du Puy du Fou, la Cinécénie. Bruno Retailleau, figure-toi, est un très bon cavalier. T'es très fort. Et d'ailleurs, il a des chevaux chez lui. Et ensuite, ils se sont tellement bien entendus que Bruno Retailleau est devenu le metteur en scène de la Cinécénie, le président du Puy du Fou. Il a été le bras droit de Philippe de Villiers pendant des années. Et puis, ils se sont fâchés, notamment parce que Philippe de Villiers avait empêché Bruno Retailleau de devenir secrétaire d'État au numérique en 2009, où François Fillon, justement, voulait le faire entrer au gouvernement. Et Philippe de Villiers, lui, ne le souhaitait pas. Voilà, il ne souhaitait pas qu'un de ses lieutenants, peut-être, prenne la lumière comme ça. Donc, ils ont fini par se séparer politiquement. En 2010, un an après, Bruno Retailleau a quitté le Mouvement pour la France, le parti politique de Philippe de Villiers. Et il est rentré à l'UMP. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais dévié de sa ligne à l'UMP. Je veux dire, il n'est pas devenu centriste parce qu'il a rejoint l'UMP. C'est quand même quelqu'un, honnêtement, on peut le reprendre. Après, on aime, on n'aime pas, hein, c'est pas mon problème. Mais tu reprends ses interviews depuis 25 ans, il dit qu'il y a un problème d'immigration, que la France est un pays de civilisation judéo-chrétienne, qu'il y a un souci avec la justice dans ce pays, enfin, whatever you want. Voilà, il n'a pas dévié de sa ligne, et c'est pour ça que c'est assez spectaculaire quand même son entrée au gouvernement. On n'avait jamais eu un ministre autant à droite à l'intérieur. Et j'ai vu que Éric Zemmour, notamment, avait tweeté en disant voilà, on nous fait le coup à chaque fois des ministres de droite. Mais là, je ne dis pas qu'il va avoir des résultats incroyables. Je dis juste que c'est pas le même homme que Gérald Darmanin. Je dis juste que Bruno Retailleau, ce ne sera pas un coup comme Gérald Darmanin, on défend la police, il y a trop d'insécurité dans notre pays, et le lendemain on dit que c'est des Kevin et des Matteo qui font les émeutes, ou des supporters anglais qui attaquent justement les vrais supporters anglais au Stade de France un soir de finale de Ligue des Champions. Voilà, il soufflera pas du tout le chaud et le froid.
D'ailleurs, on l'a vu depuis qu'il est arrivé. Moi, je parlais avec son entourage. Il calcule pas en fait. S'il était vraiment dans la stratégie, il essaierait peut-être de mettre un peu d'eau dans son vin ou que sais-je. Il est arrivé tambour battant dès le premier soir. Il a dit immigration, OQTF, respect de la police. Et puis là, il y a l'affaire Pauline qui arrive. Philippines, je suis désolé. L'affaire Philippines qui arrive et qui prouve à la face du monde qu'on a un énorme sujet de laxisme judiciaire dans ce pays, un énorme sujet d'exécution des obligations de quitter le territoire français, un énorme sujet de centre de rétention administrative ultra blindé et saturé, et voilà, et un énorme sujet immigration. Et alors déjà, la réponse de Bruno Retailleau suite au décès de Philippines montrait déjà un changement de ligne et de fermeté par rapport à ce que Gérald Darmanin pouvait tweeter pour Lola, pour Crépol, etc. Je reviens juste sur Bruno Retailleau. Chez les LR, ça n'a jamais été la figure de premier plan. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment pesé dans ce parti ? Si, en fait. Qu'est-ce qu'il incarne Non, honnêtement, c'était un grand ponte, entre guillemets, des LR. Il est au bureau politique, il est au bureau exécutif. Il a un poids considérable dans les investitures. Après, c'est pas le plus charismatique, donc c'est pour ça que peut-être qu'on le voyait pas, et c'est pas le plus grande gueule, c'est pas celui qui ramène le plus la couverture à lui. Mais il était président de groupe au Sénat, et sachant que le Sénat, la droite au Sénat est majoritaire, donc il a une centaine de sénateurs sous ses ordres. Il était pressenti à un moment pour être président du Sénat. Puis surtout, il voulait se présenter. Il a longtemps hésité à se présenter aux primaires, à être candidat à l'élection présidentielle, pour finalement jeter l'éponge. Mais honnêtement, enfin, même Laurent Wauquiez, François Baroin, Valérie Pécresse reconnaîtraient que Bruno Retailleau ferait partie des cadres, des ténors de LR. Ouais. Mais de l'extérieur, on traduit pas un politique qui a des grandes ambitions, qui est mordant, qui est... après, je le connais moins que toi. Mais, non, mais écoute, c'est vrai que si on le connaît de loin, on a l'impression qu'il correspond au portrait que tu viens de faire. Maintenant, si on regarde son activité d'un peu plus près, c'est quelqu'un qui fait des discours sans notes au Sénat, et dont certains sont assez remarqués. Voire remarquable, mais qui a toujours impressionné les différents. Je sais qu'Édouard Philippe, par exemple, trouvait que quand Bruno Retailleau parlait au Sénat, on l'écoute, tu vois, parce que effectivement, donc il fait des grands discours sans notes, très charpentés sur le plan intellectuel. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui est dans la com, qui est dans le marketing, qui est dans le personal branding. Ouais. Donc effectivement, par rapport au code de l'époque, c'est pour ça qu'il perce peut-être un peu moins le mur du son. Mais en termes de poids et d'influence sur le fond des choses, ça, je te garantis que c'était déjà le cas avant. Alors, on va parler particulièrement de son tandem avec le ministre de la Justice, Didier Migaud, qui donne un tout autre message et qui laisse entendre qu'on va avoir le droit quasiment le même duo que Dupond-Moretti et Darmanin. Toi, comment tu... Alors écoute, moi je vais te décevoir, je pense pas du tout ça. Ouais. Ils se sont vus ce matin là, on est vendredi, on est jeudi 26 septembre. Ils se sont vus ce matin. De ce que je sais, c'est que ça s'est quand même pas du tout si mal passé que ça. En fait, Didier Migaud, ok, il vient de la gauche. Ok, il a dit que les peines étaient prononcées et exécutées dans ce pays, mais on va vite découvrir qu'il est moins à gauche que Dupond-Moretti, et surtout il est moins foutraque. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est la gauche social-démocrate, c'est un peu la gauche Cazeneuve, hein. Ouais. C'est pas du tout la gauche, c'est même pas la gauche Hollande, c'est pas la gauche Moscovici, et encore moins la gauche Valls. Ah, quand même pas, mais en tout cas, voilà, mi-chemin entre Cazeneuve et Valls. Et puis de toute façon, je pense qu'il n'aura pas trop le choix. Non, en revanche, d'essayer de raffermir un peu les choses. Mais de même qu'il n'a pas trop de choix en tant que ministre de la Justice de protéger son institution quand ça fait 24 heures qu'il est arrivé. Ouais. Sinon, il se met tous les magistrats à dos en une seconde. Non, en revanche, les vrais ennemis de gauche de Michel Barnier et de Bruno Retailleau, c'est Attal. C'est la gauche macroniste. Et c'est une gauche qui, quelque part, est plus perverse, si on peut me permettre l'expression, que la gauche Migaud. Petite pause dans cet entretien pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit et c'est surtout le meilleur moyen de nous soutenir. Et pour les plus déter d'entre vous, vous pouvez aussi découvrir toutes les offres de Valeurs Actuelles sur notre site internet et profiter de nos articles premium, de notre newsletter, de nos hors-séries et bien entendu de notre journal qui sort tous les mercredis. Cette semaine, on vous propose une interview exceptionnelle avec Sonia Mabrouk qui nous parle de son dernier roman,
Bonne lecture. L'Imigo, c'est la gauche républicaine, parti socialiste, bon teint, à l'ancienne. Alors que les macronistes de gauche, eux, ils pensent rien sur rien. Il n'y a pas d'ancrage philosophique, idéologique. Il y a juste de la stratégie et du godillage qui fait qu'on a cette phrase hallucinante de Gabriel Attal à l'endroit de Michel Barnier, un beau dimanche, qui veut des garanties sur les droits des LGBT. Si on était en Iran, je comprendrais qu'il pose la question, quoi. Mais en fait, en France, je pense que ça se passe bien de ce côté-là. Et en revanche, il devrait peut-être se poser la question pourquoi il y a des gens qui se font tabasser quand ils sont homosexuels dans la rue par des gens issus de l'immigration ou qui se revendiquent de culture musulmane. Mais voilà, cette gauche-là, progressiste, pseudo-conformiste, politiquement correcte, c'est elle qui enquiquine Bruno Retailleau. C'est elle qui dit aussi que elle va pas recevoir le Rassemblement national à Bercy dans la bouche du ministre des Finances. Et ça me semble finalement un ennemi beaucoup plus pervers, dangereux et enquiquinant que l'Inimigo. Et tout ça, c'est orchestré, cette gauche-là, c'est orchestré par Gabriel Attal qui digère pas le fait d'être resté que 8 mois à Matignon, qui digère toujours pas la dissolution, etc. Parce qu'on a assisté quand même à un grand bal de pleureuses il y a une semaine avec c'est la France Réac, je crois que c'était la couve de Libé, France Réac, etc. On a l'impression que c'est quasiment le Troisième Reich qui arrive au gouvernement, et c'est Gabriel Attal qui participe à ça alors qu'il est censé faire partie de cette majorité, en notant le nombre de ministres qui ont pu manifester pour la manif pour tous, etc. À quoi il joue, lui, c'est quoi sa partition? Alors écoute, moi je te dirais que avant d'être la faute de Gabriel Attal, c'est la faute d'Emmanuel Macron qui a instauré dans le pays depuis 2017 le règne du vide, de la pensée liquide, de tout se vaut, du nivellement par le bas, du relativisme, du en même temps, et d'un conformisme détestable in fine, quoi, parce que tellement pas opérant et souvent hypocrite. Donc Gabriel Attal est l'enfant de cette idéologie-là, et Gabriel Attal est vexé parce qu'il est resté que 8 mois à Matignon, parce que la passation de pouvoir avec Michel Barnier s'est très mal passée, il a été humilié, il s'est pas rendu compte qu'en fait le temps des adolescents en politique était révolu, pour un moment en tout cas, et que son heure était passée pour le moment. Or, comme il a des grandes ambitions, et puis qu'en plus il est quand même tout sauf bête, il s'est mis en tête d'être le pilonneur numéro 1 du barnierisme, et son créneau politique, vu qu'aujourd'hui la droite, même si évidemment c'est pas la droite dont les téléspectateurs de VA+ rêvent, mais en tout cas c'est quand même plus la droite que Gabriel Attal. Donc cette droite est revenue au pouvoir. Et Gabriel Attal, son créneau aujourd'hui, c'est donc le flanc gauche de la Macronie. C'est là où on voit que tout ça est quand même assez pathétique en termes de solidité de conviction, puisque quand Gabriel Attal avait envie de se démarquer de la Macronie qui penchait trop à gauche, c'était le premier à faire des discours droitiers sur la baya, sur tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. En gros, le laxisme, c'est terminé. Pas de vague, ça suffit. Et là, on voit qu'il a changé son fusil d'épaule en 10 jours, quoi. Quand tu dis il a compris que c'était la fin des adolescents politiques, c'est-à-dire que face à Michel Barnier, il s'est senti tout petit. Écoute, les images de la passation de pouvoir à Matignon étaient quand même extrêmement cruelles. Et c'est comme si on se réveillait d'un mauvais rêve où effectivement on avait accepté l'idée qu'un Premier ministre puisse avoir 30 ans et des poussières, que les députés soient des primo-députés, qu'ils n'aient rien fait de leur vie avant, qu'on ait un président de la République qui a été élu avant ses 40 ans. C'était le nouveau monde, mais même je te dirais que Jordan Bardella soit président du Rassemblement national, et que donc des personnes très jeunes, sans aucune expérience de gestion d'un exécutif local ou national, atteignent des postes de responsabilité politique, ou en tout cas d'influence politique gigantesque. Et en fait, Michel Barnier est arrivé, et on s'est souvenu que, oui, en fait, la politique, ça reste un truc de professionnel. Mais d'une certaine manière, là, on a Gabriel Attal qui est président de groupe à l'Assemblée après avoir été Premier ministre. On a Laurent Wauquiez qui est président de groupe, qui est quand même candidat à l'élection présidentielle et qui a été ministre, qui a été président de parti. On a Marine Le Pen qui a été énormément de fois candidate à l'élection présidentielle
et qui est présidente de groupe. Donc ça y est, c'est quand même un peu un retour de poids lourd, avec, je dirais, Attal un peu à sa juste place, mais qui a quand même une place effectivement importante. Et puis, voilà, quelques cadors au gouvernement. Alors, tu parlais de Michel Barnier, il y a quelque chose qui, je pense, entache un peu son image de l'homme sage, etc., qui gère ses troupes. Il a appelé Marine Le Pen, après les propos du nouveau ministre de l'économie, des Finances, Antoine Armand, disant que le RN n'était pas dans l'arc républicain. Que Michel Barnier appelle Marine Le Pen pour s'excuser, la rassurer, etc., ça casse carrément son image. Ah non, bah non, moi je trouve ça excellent. Le message envoyé, enfin je veux dire, je vais pas donner de conseils à Michel Barnier, mais par exemple quand Elisabeth Borne, quand elle était première ministre, rappelle que le RN c'est un ancien parti de Waffen-SS, etc., Macron la reprend au Conseil des ministres, l'info fuite, etc., c'est-à-dire le message envoyé est aussi fort que d'appeler Marine Le Pen pour excusez-le. En fait, ils font fuiter qu'ils appellent le ministre de l'économie qui vient d'être nommé et qui, le matin même, avait donc eu cette phrase désagréable à l'endroit des électeurs du Rassemblement national et de ses élus. Et c'est une humiliation incroyable pour le ministre des Finances. Et qui est obligé de faire un communiqué à la suite de ça pour s'excuser d'avoir fait ça. Et puis il faut surtout, mais que tu envisages d'où on vient. C'est-à-dire que grâce, entre guillemets, à Antoine Armand, ce qui prévalait dans la politique française depuis 45 ans, c'est-à-dire que le Rassemblement national, aujourd'hui, le Front national hier, est un parti à part qu'il faut traiter comme un pestiféré, aujourd'hui, ça a volé en éclats en 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau ministre qui a dit ce que tout le monde dit depuis 45 ans, et il se fait recadrer direct par le Premier ministre. Non, mais qu'il se fasse recadrer... Et donc, ça montre que de Michel Barnier... il a de la suite dans les idées, il avait promis la fin du sectarisme, une certaine courtoisie républicaine. Je pense que Marine Le Pen peut complètement se satisfaire de ce coup de fil, et je vois pas en quoi ce coup de fil humilie Michel Barnier, qui est plutôt sonore d'avoir fait ça, parce qu'il sait très bien que la gauche va hurler, que les bien-pensants vont dire « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je peux te dire que Gabriel Attal a mal vécu le coup de fil de Michel Barnier à l'égard de Marine Le Pen. Sur le fond, je suis absolument d'accord, et tant mieux qu'il réagisse, qui laisse pas ça passer. C'est juste le fait d'appeler Marine Le Pen, ça traduit une forme de peur. On veut surtout pas se mettre le RN à dos parce qu'on dépend un peu d'eux dans la survie de notre gouvernement. Écoute, c'est la première fois que des exécutifs assument de travailler de près ou de loin avec le Rassemblement national, et vu la crise démocratique dans laquelle on vit et le sectarisme qui mine le pays, je crois qu'on peut juste s'en satisfaire. Ok. Autant pour moi. Mais ça. Non, mais t'as le droit d'avoir ton avis. Mais moi, c'était juste sur la forme. Ouais, j'ai bien compris. Mais sur la forme, je trouve que c'est un geste qui a une forme de panache. Et alors, justement, ce serait un peu ma dernière question sur le gouvernement qui a peur du RN, etc. Est-ce que. Enfin, peut-être pas du coup. Mais est-ce que ce gouvernement-là peut satisfaire Marine Le Pen, qui a entre les mains peut-être. Non, mais là où je te rejoins, c'est que, évidemment, le fait que Michel Barnier appelle Marine Le Pen, ça montre aussi une certaine dépendance de Michel Barnier vis-à-vis de Marine Le Pen. Mais ça, on ne la découvre pas. Et justement, c'est ça qui était dingue dans le débat public ces dernières semaines. C'était les observateurs, les commentateurs ou les responsables politiques qui niaient l'évidence. C'est-à-dire que, oui, les choses ne peuvent pas se faire sans le Rassemblement national, qui a près de 130 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui, par ailleurs, pèse dans l'opinion un tiers de l'électorat français, quoi. Donc, c'est juste gigantesque. Maintenant, est-ce que le Rassemblement national a intérêt à faire tomber le gouvernement Barnier ? Je ne suis pas sûr. Même s'ils sont critiques, même ça va être les premiers à taper sur Didier Migaud, sur les incohérences qu'on peut avoir déjà dans ce gouvernement. Parce que la réalité, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, n'est pas prêt à proposer une alternative. Il est en plein audit de son propre parti, lancé par Jordan Bardella suite aux errements qu'on a pu observer pendant les élections législatives. Marine Le Pen a un procès qui arrive bientôt, dont elle est assez confiante sur l'issue, mais très concentrée sur la manière dont elle va le vivre, et qui est un enjeu absolument majeur sur le plan stratégique. Donc eux, leur agenda à la court et à moyen terme, c'est pas d'essayer de renverser le gouvernement, et surtout de prendre le risque qu'on ait un gouvernement de gauche à la place. Et en revanche, cette tension qui existe entre le gouvernement Barnier et le Rassemblement national va permettre, je crois, au gouvernement Barnier de toujours un peu tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de proposer une réforme, un projet de loi, une circulaire, ou tout simplement
déclaration. Et donc, ça se fera à l'aune, effectivement, de ce que veulent les électeurs du Rassemblement national.